Super, c'est lancé. Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire Quali Social, Regard croisé l'expert. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors, je sais pas si ça a démarré un petit peu avant. Je vois que le chat avait déjà démarré. Je vois qu'on est assez nombreux aujourd'hui. Voilà, j'ai Marie-Agnès qui me demande si c'est normal. Si vous rencontrez problème technique. S'il vous plaît, dans le chat, je vois qu'il y a un ciel bleu. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le problème est bien résolu et que tout le monde nous voit, histoire qu'on soit sûr que ça démarre? Bonjour de Lyon, bonjour à tous et à toutes. Jocelyne, super. Qu'on sache que techniquement, ça fonctionne. On vous voit bien, super. Merci beaucoup, Hélène. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui arrive très très vite, qui concerne toutes les entreprises, ou vraiment quasi toutes les entreprises. C'est le fait de retrouver le bureau. Les signaux arrivent de plus en plus à droite, à gauche du gouvernement, des équipes d'experts, de scientifiques, sur le fait que on arrive vers la fin de cette obligation de confinement. Et donc, qui implique le fait de renvoyer les salariés au travail. Nous, c'est un sujet chez Quali Social qu'on a vachement croisé ces 12 derniers mois, la question du télétravail, le fait d'aller au boulot, ne pas aller, d'aller dans ses locaux, le lieu de travail, de pas y aller. Je vais en parler tout à l'heure. Mais pour parler de ce sujet, j'ai réuni autour de la table plusieurs experts. D'abord, on a Cécile de Hédouville, qui est de chez Moonspark, qui va nous parler, Cécile, elle va nous parler beaucoup de l'aspect organisationnel du travail, et beaucoup de sujets sur les concepts du retour au travail, etc., et comment on organise son organigramme, quoi, la vie de l'entreprise sur ces thématiques. C'est ça, hein, Cécile? Est-ce que j'ai une bonne présentation? Dis-moi. Oui, je compléterai un petit peu. Bonjour à tous. Et chez Moonspark, on est un cabinet de conseil en transformation. Donc, on accompagne des équipes dirigeantes sur leurs grands enjeux de transformation. Et notre particularité, c'est de se concentrer sur l'aspect culturel et managérial de ces transformations pour assurer leur réussite. Et on a un leitmotiv qui est le collaborateur au cœur. Et c'est le gage d'engagement de ces collaborateurs et de la performance des entreprises que de mettre les collaborateurs au cœur des projets de l'organisation. Donc, on travaille sur les modes de travail, en effet, et en particulier sur la confiance, sur les relations de travail. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, Cécile, ces notions de culture, ces notions de conscience, de confiance. Je suis super content que tu sois là pour parler de ces sujets, et je pense que la question du retour au travail, elle en a vraiment besoin. Julien Paco, mon ami Julien Paco, My Body Ecology. Julien, c'est le spécialiste du corps. Et le corps, on s'est pas mal vu, Julien, ces derniers mois, pour parler du corps dans cette situation. Et tu es là aujourd'hui et je te remercie pour donner ton regard d'expert sur la question du corps par rapport à ces sujets. C'est ça? Exact, merci de ton invitation une fois de plus, Camille. Toujours un plaisir de partager sur le corps, mais comme son nom l'indique, le corps en fait ne s'arrête pas juste en dessous de notre tête. Donc, on va aussi parler de l'alignement entre le corps, la tête et le cœur, l'esprit, et tout ça est un tout. Et c'est le principe que moi j'aime bien partager avec mes auditeurs ou les participants à mes conférences ou formations, c'est de redonner les clés de la santé, et telle est notre mission chez My Body Ecology. Super. Écoute, ravi de te compter parmi nous aujourd'hui. Et enfin, dernier invité, Julien Ritzler, Idoine. Julien, son job. Et Julien, j'ai deux Julien aujourd'hui, donc on va essayer de faire en sorte que ce soit fluide. Non, Julien, toi, tu es un spécialiste du mobilier de bureau, en fait, et puis de l'agencement de l'espace de bureau. Je voudrais pas être réducteur parce que ça va bien au-delà du meuble. Ça vient aussi dans le rapport entre l'individu, le collectif et son espace de travail. Et voilà, qui de mieux qu'un expert de la gestion de l'espace de travail pour parler du retour au bureau. Est-ce que ma présentation est bonne, Julien?
Bah, de toute façon, si tu me flattes, si tu me dis que je suis un expert, je ne peux être que ravi déjà. Ça démarre très très bien. De fait, on travaille beaucoup. Mais le mobilier, ton petit parallèle sur le mobilier est intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pont entre Cécile, Julien et nous. C'est la transformation. C'est comment on accompagne aujourd'hui les organisations vers une nouvelle manière de travailler, des nouveaux usages. Et donc, on est une agence, on se définit comme une agence d'architecture parce qu'on conçoit et on réalise des espaces de travail. On les conçoit main dans la main avec ceux qui utilisent ces espaces-là, donc ce qu'on appelle les organisations, parce qu'elles ont plusieurs formes, qu'elles soient privées, publiques, qu'elles soient éclatées ou regroupées. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de créer un environnement propice à l'épanouissement, à ce que les missions se fassent, aussi bien pour le collaborateur, l'humain, centré humain, comme disait Julien, que pour l'entreprise, parce qu'on est tous au sein d'une organisation et qu'on a envie de la faire grandir pour grandir soi-même, simplement. Voilà. Super. Bah, écoute, c'est beau et c'est beau de voir que effectivement l'espace ne se limite plus à ce qu'il était par le passé et qu'on est obligé de repenser avec une approche beaucoup plus globale et systémique les sujets. Donc voilà, je suis ravi de vous avoir tous les trois. Je pense que on est une bonne équipe pour parler de cette thématique-ci. Je pense que ça va intéresser toute notre équipe. D'ailleurs, tout le monde, à tous les présents, merci à tous d'être présents ici. Pour ceux qui connaissent déjà le format, vous savez que c'est très interactif. Donc, moi, j'ai une première question qui m'intéresse pour tout le monde. C'est dites-nous dans quel est-ce que vous êtes RH, élu, expert indépendant, expert en dites-nous un petit peu qui vous êtes, qu'on sache un peu qui, qu'on sache qui est avec nous aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à nous dire aussi, parce que comme on est en train de parler du retour au travail, etc., n'hésitez pas à nous dire où vous êtes actuellement. Est-ce que vous êtes à votre bureau ou est-ce que vous êtes chez vous? Et puis si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à nous faire rêver, parce que moi je fais partie des malheureux confinés à Paris. Alors, je sais pas si je peux dire ça, mais comme il y en a beaucoup qui sont en Bretagne actuellement, je pense que on est un peu plus malheureux à Paris. Je suis un peu chauvin, désolé. Ça les étonne pas, mais voilà, dans le chat, dites-nous où vous êtes, si vous êtes au bureau, si vous êtes au bureau ou si vous êtes chez vous. Et n'hésitez pas à nous dire dans quelle zone géographique vous vous trouvez pour nous faire rêver, parce qu'on a quand même besoin de rêver en ce moment, surtout sur les destinations et ceux qui ont des destinations un peu exotiques. N'hésitez pas à nous faire rêver, voilà. Voilà, bon alors j'ai là au bureau, région parisienne. Bon, pour l'instant ça fait moins rêver. J'avais les Maldives l'autre jour, c'était un peu plus sexy. Voilà, Lyon, c'est sympa quand même, hein, parce que les alentours de Lyon est magnifique. Centre culturel de la Belgique, à Huy, à Nantes, Paris, Bureau à la Défense, les Hauts-de-France, La Rochelle, c'est beau, La Rochelle. Ouais, bon, super, il y a des gens de partout. Super. Ah ouais, et là, télétravail, garde d'enfants. Bravo Catherine, bon courage. Moi, j'ai la chance d'avoir pu confier mes enfants et de pouvoir être là tranquillement avec vous sans me demander si j'ai un bambin qui va me passer sous les bras ou par-dessus la tête, entre les jambes. Bref, ouais, mes lunettes qui en tombent. Super. Voilà, encore il y a plein de monde. C'est formidable. Écoutez, j'ai même pas le temps de tout lire. Ah, Nathalie, elle a Saint-Brieuc comme mort. Super. Représente la Bretagne, Nathalie. Ah, un petit air de Bretagne. Et ouais. Donc, on va rentrer dans le sujet parce que on a un temps qui est limité. On est là pour respecter le timing, même si c'est important de prendre soin de soi et toujours de faire les choses dans la bonne humeur. Donc, le thème qu'on s'est donné aujourd'hui, c'est à quoi ressembleront nos bureaux de demain, comment repenser nos modes, pratiques et espaces de travail post-Covid 2019. Pourquoi nos collaborateurs vont adorer retrouver leur bureau. C'était vraiment le thème et c'était un peu un thème choc volontaire parce que c'est pas évident. Je vais donner la parole à chacun. On va commencer d'abord faire un retour d'expérience sur l'année 2020, ce qui s'est passé en termes d'espace de travail, de mode d'organisation, etc., du corps. Mais déjà pour moi, mon retour qui provoque mes questions, tu vois, chez Qualité Social. Nous, on a eu un afflux énorme
de sollicitations de salariés qui rencontraient des difficultés à concilier leur vie professionnelle à la maison avec leur vie de famille, et ça a généré énormément de troubles, de troubles psychosociaux. On a vu, j'en parlais d'ailleurs la dernière fois, la DARES qui nous a montré entre 2019 et 2020, on était passé de 1 personne sur 12 qui présentait des symptômes d'état dépressif à 1 personne sur 7. Et donc, on a une hausse significative des tendances dépressives rencontrées chez les Français. Nous, chez Cali Social, on a pu faire un lien avec cette problématique du déplacement du lieu de travail, parce que ça n'a pas été simple pour tout le monde, avec la question des enfants, avec la question de l'espace de travail, etc. Vous allez nous donner aussi vos retours, vous, sur ce que vous avez pu constater en 2020. Mais nous, on a vu cette hausse très, très forte. Et alors, ce qui était... et cette hausse, en termes de chiffres, chez Cali Social, on avait à peu près 3 fois plus de sollicitations, pour rappel. Donc l'État, la DARES a constaté qu'on était passé en tendance dépressive, en état dépressif, de 1 sur 12 à 1 sur 7. Chez Cali Social, on a 3 fois plus de sollicitations, donc l'impact était plus fort quand même dans notre petite bulle, mais Cali Social, c'est à peu près 10 000 personnes accompagnées par an. On couvre une population de 600 000 personnes, donc on est quand même représentatif du monde du travail en France, et nos statistiques ont une certaine validité, donc c'est toujours intéressant de les communiquer. Mais au-delà de ça, moi, il y a un point que j'ai constaté récemment là, dans des baromètres qu'on met en place dans les organisations pour travailler la question de la qualité de vie et accompagner les organisations à améliorer la QVT. On demande aux salariés plusieurs thématiques qui améliorent leur qualité de vie et les thématiques qui dégradent leur qualité de vie. Mais quand on fait une question ouverte, qu'on leur demande qu'est-ce qui améliore ou dégrade votre qualité de vie, et bien en fait, j'ai autant de gens qui me disent que ce qui améliore grandement leur qualité de vie, c'est le télétravail, que de gens qui me disent que ce qui dégrade significativement leur qualité de vie, c'est le télétravail. J'ai autant de gens qui vivent mal le télétravail que de gens qui le vivent très très bien. Et c'est très compliqué, c'est ce que j'ai pu constater récemment, et j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. C'est très compliqué quand on est entreprise, parce que en fait, on a des courants multiples. Il y a des salariés qui veulent absolument revenir, et il y a des salariés qui veulent absolument pas revenir, et donc tout le monde joue un petit peu de son influence pour faire évoluer l'organisation future. Donc pour moi, l'enjeu il est vraiment majeur, parce que c'est pas simple. Tout le monde n'a pas envie de la même chose. Il y a un impact. Nous, on l'a constaté chez Cali Social, mais tous les collaborateurs n'ont pas envie de la même chose. Donc pourquoi vos collaborateurs vont adorer retrouver leur bureau? La question sous-jacente, c'est comment on fait pour que les collaborateurs vont adorer retrouver leur bureau, quoi. Et voilà. Donc, première question, et on va tourner, Cécile, je vais te donner la parole en priorité, pas parce que tu es une femme, mais parce que on va parler de ta thématique. Je pense qu'elle c'est intéressant de commencer par elle. Donc, que s'est-il passé depuis mars 2020 en termes d'espace de travail, de mode d'organisation? Ton retour d'expérience, c'est quoi? Toi, qu'est-ce que tu as pu constater, et c'est quoi tes enseignements sur l'année passée sur cette question? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être très synthétique, et en fait, d'abord en commençant par répondre à la question pourquoi ils vont adorer retrouver leur bureau. Tout simplement parce qu'ils ont jamais beaucoup aimé le quitter, et en fait, c'est une constante qu'on observe. Donc il y a ce qu'on observe surtout, c'est qu'il y a une accélération depuis la période Covid, une accélération de la réflexion sur ces modes de travail différents, de varier, le télétravail, le bureau. C'est quelque chose qui était déjà là. Le Covid n'a pas créé un truc complètement nouveau. En revanche, on est rentré dans un mode forcé, et aujourd'hui, on se pose la question de comment je normalise un peu ce mode-là qui nous a été forcé d'adopter pendant le Covid. Donc il y a donc cette tendance à l'accélération de la réflexion, et elle se fait à la fois du côté des collaborateurs et du côté de l'entreprise. Et du côté des collaborateurs, on s'aperçoit que c'est une grande tendance qui se confirme, comme je le dis. Il y a un besoin de mixer le télétravail et la présence au bureau. Donc ça répond, Camille, à ta question sur comment on fait. Il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas, etc., etc. Il faut trouver le bon dosage.
On voit qu'il y a une grande stabilité du nombre de personnes, en tout cas du pourcentage de personnes qui veulent travailler en télétravail entre février et septembre 2020. On passe de 87% à 86%. Cette proportion ne change pas. En revanche, ce qui change, c'est qu'on a envie globalement de travailler un petit peu plus en télétravail. Donc, on passe de 1 jour en moyenne de nombre de jours idéal de télétravail dans la semaine à 2 jours. Donc, on voit que le rapport change un petit peu, mais il n'y a pas de volonté de travailler à 100% en télétravail. En fait, il n'y a que 8% des collaborateurs interrogés qui veulent être à 100% en télétravail. Donc, on sent quand même que ce qui prime dans cette réflexion, c'est l'importance de la relation et il faut conserver cette relation. Et du coup, le bureau joue ce rôle de sociabilité, ce rôle social, de retrouvailles en fait sociales. Et d'ailleurs, il y a plus d'1 salarié sur 2, hein, selon des études. Tous les chiffres que j'avance là, je les invente pas. Hein, c'est certaines études. On pourra vous donner les sources ultérieurement. J'allais te poser la question. Ouais, tu pourras pour les participants, bien sûr, je pourrais nous donner absolument les chiffres et les sources pour que ça puisse être réutilisé parce que ce que tu dis est hyper intéressant. Je les mettrai dans le chat juste après, si ça vous va. Donc, il y a plus d'1 salarié sur 2 qui déclare que sa première raison d'aller au bureau, c'est la vie sociale avec ses collègues. Il y a eu une augmentation énorme entre mars 2019 et septembre 2020. On passe de 49% à 55%. Donc, les gens réalisent que en fait le bureau a un vrai apport de ce point de vue-là. Et puis on se souvient pendant le confinement des cafés visio, des bières visio, de tout ce qu'on faisait en visio pour retrouver ce lien informel dont on était privé et on n'avait pas choisi ça. Donc ça c'est la première chose sur pourquoi ils vont adorer retrouver leur bureau. Et puis côté entreprise, il y a aussi une accélération de la prise de conscience sur cette question-là, sur le besoin de flexibilité entre les deux. D'allier la distance et la présence, voilà, parce que distance présentielle. Ouais. Et en fait, l'enjeu là pour les entreprises, c'est de tirer le meilleur parti de ces 2 modalités de travail, à la fois en distance et à la fois en présentiel. Et donc ça leur pose beaucoup de questions. Et j'avancerai 2 points. Après, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'avancerai 2 points là-dessus. D'abord, ça dépend de la nature de l'activité de travail. Donc, il y a d'autres études, une étude du Trésor qui dit que la productivité augmente entre 5 et 30%. Donc, le télétravail a un vrai apport pour les entreprises. Et en revanche, elle a un impact fort sur la créativité. Et donc, nous, on parle chez Moonspark d'activités télé agiles ou télé robustes, voilà, qui résistent au télétravail. En tout cas, le télétravail est fait pour. Et puis, en même temps, les activités télé fragiles qui ne sont pas très bonnes. Et puis, le dernier point, c'est ça demande pour les entreprises un questionnement culturel et managérial très fort pour en tirer parti pleinement. Et il faut adapter son organisation, il faut intégrer les modes de travail pour cette alliance distance-présence. Et c'est là que on rentre que je développerai un peu après, mais on rentre dans une question de taille parce que c'est pas simple et c'est le rôle de Moonspark précisément d'accompagner les entreprises là-dessus, de recréer un cadre nouveau, différent par rapport à ce qu'on connaît. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Nous, chez Kelly Social, en tant que je prends ma casquette de chef d'entreprise, parce que on prépare le retour au travail. Actuellement, ça va faire 7 mois qu'on est sur du 20% présentiel et 80% télétravail, 20% pour des activités collectives au maximum. Et en fait, ce que tu disais un truc tout à l'heure hyper intéressant, il y a des activités qui sont télétravail compliance, je sais pas si j'ai plus les termes que tu as cités, mais des activités en fait qui se font très bien en télétravail, d'autres activités qui sont très bien au bureau. Et il va falloir qu'on travaille sur le découpage finalement de nos métiers pour faire au bureau ce qui est bien de faire au bureau et faire à la maison ce qui est bien de faire à la maison. Et c'est marrant parce que on a eu cette réflexion avec l'équipe en se disant OK, sur les 5 jours de la semaine, on va se réserver 2 jours maison pour faire tout ce qui est travail de fond individuel, pour bosser avec une concentration maximale. 2 jours pour travailler sur les projets où on fait plutôt les réunions, etc., mais sur notre activité quotidienne. Et 1 jour, on fait du transversal et de l'atelier collectif, où là, on va travailler sur notre organisation de travail. On se garde 1 jour où on va être plutôt en mode atelier pour faire le transversal. Et en fait, j'avais pas réalisé, mais là, c'est en t'écoutant, que la question de comment on va aménager ce télétravail demain, on l'a fait en fonction effectivement de
nos obligations métiers. C'est hyper intéressant et je m'en étais pas aperçu. Et alors nous, c'est facile parce qu'on est une équipe de 20 personnes, donc ça se règle à la conversation. Mais quand tu as 500 collaborateurs dans une boîte de 1000 collaborateurs, 2000, 10 000 collaborateurs, ça se règle pas à coup de conversation. Et ça, ça nécessite justement des boîtes comme les vôtres pour poser le sujet. Je vous parlerai d'un exemple tout à l'heure qui développe comment ça se fait dans une grosse organisation et c'est intéressant. Super. On va parler du corps et de l'esprit avec Julien Pacaud. Est-ce que Julien, tu peux nous raconter, toi, avec ton regard santé du corps et de l'esprit, ce que tu as vu en 2020 par rapport à ce téléphone? Je vais reprendre les termes de Béatrice dans le chat qui parlait de distinguer télétravail de crise et télétravail structuré. Béatrice B, je trouvais très pertinent. Merci. Yes, je te donne la parole. Clairement, puisque tout ça nous a été imposé, donc c'était pas un choix. Donc, comme c'est imposé avec une privation de liberté, il y a eu pas mal de souffrance. Hein. Je crois que chez Kelly Social, vous en êtes les premiers témoins. Moi, ce que j'ai vraiment vu, en fait, c'est dans notre secteur de la qualité de vie au travail, du bien-être en entreprise. Nous, on a vu une accélération en fait de notre implantation au cœur des organisations. Avant, on faisait beaucoup appel à moi. Ça fait 10 ans que je suis sur le marché du bien-être en entreprise. On faisait appel à moi pour la journée du bien-être, pour la semaine du bonheur, pour le mois du bien-être aussi. Enfin bon, bref, c'était comme ça des effets un peu feu d'artifice. C'était très événementiel. Et puis, d'un coup, d'un seul, en mars l'année dernière, on est passé en numérique et on essaye de pérenniser les actions. Et puis, là, depuis le deuxième, puis le troisième confinement, c'est carrément des plans annuels qu'on met en place ou même, c'est trimestriel renouvelable. J'ai vu aussi les temps de décision qui se sont raccourcis. Là où on avait un mois pour trouver un accord, pour mettre en place des ateliers, des conférences, là en une semaine, même en 2 jours, j'ai vu des prises de décision. Au mois de mars, c'était même dans la journée, pour faire des accompagnements avec des épisodes vidéo, pour entretenir le lien. Hein. L'urgence a été d'entretenir le lien. D'abord, ça a été comment on peut maintenir un minimum de lien, parce que comme le disait Cécile tout à l'heure, c'est ce qui nous manque le plus. Et c'est vrai que nous sommes des animaux sociaux. Hein. C'est ce qui a fait le succès de notre espèce sur toutes les autres espèces. C'est cette capacité à collaborer, à se challenger, à avancer et à améliorer toutes nos idées, hein, ce qui fait partie de la créativité. Hein. Donc un vrai processus cognitif qui fait la différence, mais quand on est en collaboration, parce que sinon on est pris par nos biais cognitifs et l'individu sera jamais aussi intelligent que le groupe. Donc moi, ce que j'ai vu vraiment, c'est une accélération. On a rattrapé un petit peu le retard qu'on avait sur les anglo-saxons, comme toujours. Et là, je pense qu'on a pris, on s'est remis à niveau. On avait 10 ans de retard sur l'implémentation de tout ce qui est bien-être comme vecteur en fait de performance, de créativité. Et donc, pour nous, ça a été une année incroyable et je pense que du coup, on va avoir d'autres années qui vont être hyper intéressantes parce qu'on sera plus considéré comme de l'événementiel, mais on va être considéré comme faisant partie de l'expérience employée, de la marque employeur et on va vraiment du coup travailler sur plus proche de l'organisation plus que de l'événementiel. Et en termes d'impact humain, t'as vu des comment dire? Ah oui, là c'est parti pour nous c'est les troubles musculo-squelettiques, hein, donc les TMS qui déjà concernaient quand même 60 à 70% de la population de travail en bureau. Donc là, on s'est retrouvé avec des postures de travail pas possibles. Je pense qu'on n'a pas encore, parce qu'il faut quand même quelques semaines, quelques mois avant que les impacts des mauvaises postures se transforment éventuellement en troubles musculo-squelettiques, donc en maladie chronique. Mais il est clair qu'il y a eu pas mal de souffrances mécaniques. Moi, je suis ostéopathe de formation, donc tous mes camarades ostéopathes ont eu le cabinet
rempli cet été, et puis depuis cet été, ça n'arrête pas parce que en fait, tout le monde a mal au dos, au cervical, mauvaise position de travail. Comme ça a été un télétravail qui a été forcé dans l'urgence, il y a un manque d'équipement et c'est sûr que les gens qui n'ont pas une chaise réglable en hauteur vont devoir du coup régler et compenser la hauteur avec les épaules. Et pareil pour les petits écrans toute la journée, on se retrouve avec des tensions oculaires. Et comme la vision est le sens le plus représenté au niveau cérébral, c'est le sens le plus important dans la collecte d'informations, toute la journée devant notre écran, c'est très pénible pour la posture et ça crée beaucoup de Tu fatigue sais que je donne et de ton conseil que répercussions. tu m'avais donné la dernière fois, je l'applique pour moi et je le donne à toutes les personnes que je croise, c'est après chaque réunion de regarder loin, de, de, de reposer ses yeux en regardant De loin. regarder au loin. Ouais. Ouais. Perdre sa vision dans le nuage sans faire de focus et pas essayer de faire de mise au point, de cligner des yeux, regarder les nuages. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai bon conseil que j'applique Reposer. régulièrement parce que moi-même j'en ai besoin Ouais, puisque ça y est, 45 ans. c'est aussi, voilà, c'est le télétravail forcé, c'est le fait de renforcer les différences. Hein. Au bureau, on est tous pareils. À la maison, on est tous différents et on est tous différents face au travail. Et, euh, et la question de la chaise et tout ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, dans le chat, je sais plus qui disait, voilà, moi, j'attends ma chaise. Ouais, tu l'as vu, ouais. Oui, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu. J'attends ma chaise ergonomique. Ouais. Et puis, il y a pas que la perte de mobilier aussi ergonomique, il y a aussi la perte de repères, donc la perte des repères spatiaux et temporels. Et donc temporel, on peut se retrouver du coup assis sur sa chaise toute la journée, Ouais. toute la matinée, je veux dire, sans s'être levé, quoi. Alors que quand on est au bureau, on a des excuses pour bouger et on sait très bien qu'on peut être équipé avec la meilleure chaise ergonomique, le bras articulé et tout ce qu'il faut, tous les équipements ergonomiques. Si on ne bouge pas, l'ergonomie, c'est un écran de fumée en fait. Il faut bouger. Et c'est la difficulté quand on a perdu ses repères quand C'est on un travaille bon. à la On maison. va en profiter justement pour en parler avec Julien, mais Julien Ritzler cette fois-ci. Justement, on parle de mobilier, on parle d'espace. Donc Julien, écoute, c'est un boulevard de transition pour que tu nous expliques toi comment tu as vu l'année 2020 passer, quoi. Non, parce que c'est un chat, ça fait très live, mais je prends des notes. J'avais pourtant inscrit plein de choses depuis des semaines où on se parle, puisqu'on a préparé quand même notre intervention. J'espère qu'on est bon acteur et que ça paraît super naturel et posé. En fait, là, Tout ceci répété 15 fois, chaque mot est millimétré. non, mais c'est marrant parce que je reprends des notes, des choses qu'on a déjà évoquées et sur lesquelles on est passionné. Enfin, déjà, je pense qu'on est tous passionnés par le même sujet. Je disais le chat aussi, j'ai mis en favori, je commence à bien maîtriser l'outil, quelques annotations sur justement le mobilier. Le mobilier, c'est vrai qu'il est au cœur en fait des installations. C'est parce que tu sais ce que tu veux mettre à l'intérieur d'un lieu que tu peux construire les murs autour. C'est comme quand tu construis ta maison. Si tu ne sais pas si tu as envie d'une grande cuisine ouverte ou d'une petite cuisine fermée, parce que tu n'aimes pas les odeurs dans le salon, avec si tu aimes manger sur ton canapé, si tu veux une table basse ou si tu veux un espace, tu ne sais pas dire de quelle volumétrie tu as besoin pour bien vivre et être heureux, t'accomplir. Ça fait partie de la qualité de vie, de bien se sentir chez soi. Sinon, tu changes de maison tous les jours. En fait, le bureau, on essaie de le considérer un peu de la même manière et c'est vrai qu'il y a des études, c'est pas d'hier, hein, on a l'impression, on a pris conscience dans la contrainte avec ce télétravail forcé, mais surtout cette crise sanitaire de pas mal de choses. La réalité, c'est il y a un des leaders du mobilier de bureau, donc c'est la traduction avec ce que tu disais, même si je me suis détaché, ça a été mon premier métier, qui a fait des études très intéressantes. Je crois que dans les années 80, on avait 70% de notre temps qui était consacré au travail collaboratif. C'est-à-dire qu'on estimait qu'en fait, il y avait, je retrouverai l'étude, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvée, elle est vieille. J'ai dû mettre ça sur un CD-ROM ou une disquette Amstrad. Mais la réalité, c'est qu'on était quand même dans une ère où on travaillait de manière beaucoup plus individuelle. Le travail individuel, il y a une paupérisation du travail individuel. Ce que l'on fait, on le fait de manière beaucoup plus collaborative. Donc, ce que tu disais tout à l'heure est quand même, Camille, est très intéressant. Tu dis, nous, on est 20, nous, on a su se l'imposer à nous-mêmes en discussion, en cherchant le chemin. C'est vrai que quand tu es 500, tu ne le traites pas de la même manière. C'est pour ça que notre métier à nous, il est plutôt d'aller sur les usages, de créer des groupes de travail et d'essayer de comprendre, mais c'est quoi vos réflexes, de quoi avez-vous besoin? Et une fois que tu es parti sur l'usage, tu peux commencer à décliner quel est ton besoin d'équipement et ce qui vient avec. Donc, il y a de l'ergonomie, évidemment, il y a des sièges de travail, on préfère des stations assis debout.
Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses, tu te rends compte que tu ne peux pas offrir dans ton environnement personnel. C'est pour ça que le bureau a un vrai sens, en fait. Il a un sens à la fois culturel, j'ai besoin de me retrouver, créer de l'engagement. C'est ce que disent les collaborateurs quand on leur fait des études. Nous-mêmes, on fait des études d'approche utilisateur. De quoi avez-vous besoin? C'est quoi vos craintes? C'est quoi le retour au bureau? Nous, ce qu'ils nous disent, c'est aujourd'hui, c'est le chat. Sur le chat, on n'a plus eu pas de peur de gens qui voulaient retourner au bureau, mais des gens qui disent j'ai pas l'équipement, j'ai pas le bon siège à la maison. Enfin, on n'est que dans le côté négatif de ce qui se passe à la maison. Ce qui serait intéressant, enfin, je pousse pas au chat, mais de dire c'est quoi le plaisir de retourner au bureau? C'est d'avoir un équipement peut-être adressé. En tout cas, c'est ce qui ressort. Se dire que demain, pour les métiers créatifs, où on sait que l'émulsion collective, elle vient du fait de se réunir, ça, tu le feras pas à la maison. Tu peux le faire derrière un chat et on se prête à l'exercice, même aujourd'hui en webinaire, et tant mieux. Mais si on veut être vraiment créatif et faire nourrir des idées, on sait que c'est plus compliqué derrière un écran. Donc, il y a un vrai sens aussi à tous ces métiers créatifs. Et alors ça, je t'interromps, j'ai lancé un questionnaire. À quel point vous sentez-vous, un sondage, pardon, à quel point vous sentez-vous bien installé en télétravail? Beaucoup mieux qu'au bureau, un peu mieux comme au bureau, moins bien ou beaucoup moins bien. Donc, n'hésitez pas à répondre pour alimenter la conversation. Cette thèse, en tous les cas, et je crois qu'on en parlait avec Cécile, parce qu'on en parle depuis longtemps, qu'on travaille ensemble et qu'on a compris l'interaction entre la nécessité d'accompagner les organisations pour qu'elles comprennent mieux comment se positionner, même en management, en accompagnement des collaborateurs pour des réflexes, c'est de dire comment on fait pour mettre tout le monde autour du même sujet. On est beaucoup plus en équipe projet. Enfin, équipe projet, c'était il y a 10 ans, quand on disait équipe projet, on a l'impression qu'on allait sur la NASA, on était dans des sociétés. Aujourd'hui, l'équipe projet est complètement tombée dans les mœurs des entreprises, de réunir différents métiers autour d'un même sujet. Et nous, en aménagement, on est bien obligé d'adapter les espaces. Faire travailler un développeur avec un créatif, un marketing qui doivent se réunir, puis se resplitter pour un travail plus personnel et se retrouver pour échanger des idées, forcément, l'environnement a changé. On n'est plus du tout dans le bureau, la salle de réunion, l'accueil et la salle de pause. On a, je crois, aujourd'hui, si on devait faire un dénombre, on est à plus de 15 environnements réguliers dans les organisations, même quand elles sont que 20 personnes. On a plein de types. On demande aussi à ce que les aménagements soient beaucoup plus agiles, beaucoup plus mobiles, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire réellement 20 espaces, on va peut-être en faire que 10, mais il y en a 10 qui sont modulables pour en créer 20 à la fin. Voilà, c'est la mixité des environnements qui permet d'accompagner les collaborateurs, les entreprises dans un but commun, toujours d'aller vers bien accomplir ma mission. Et puis c'est vrai, ce que disent les collaborateurs dans les études, c'est par contre, si je n'ai pas la nécessité impérieuse, ce terme est un peu chiant parce qu'on l'a mis beaucoup dans la crise sanitaire, le désir impérieux d'aller voir ses parents en région, si j'ai pas un besoin impérieux d'aller au bureau, pourquoi je m'impose des transports le matin, le soir? Et alors là, ça fait très parisien. Mais moi qui suis nantais, j'ai vu dans le chat qu'il y avait des Nantais, donc bonjour Nantes. Nantes, c'est infernal de se déplacer. Tu ne circules plus à Nantes. Donc si on te dit, j'ai fait le choix de vivre à 15 km du centre-ville, si j'ai pas la nécessité ce jour-là et que j'organise bien mon travail, mais ça c'est la partie de Cécile, bien organiser son travail, bien séquencer ses journées, bien l'accompagner avec Julien sur la notion de confort. Nous, on est capable de créer un environnement qui est beaucoup plus collaboratif. Et quand je viens au bureau, par contre, je vais être certain d'avoir ma place. Ça, c'est ce qui ressort aussi. Les collaborateurs te disent, moi, je vais venir pour les bonnes raisons. Et si je viens et que j'ai pas la place qui est attendue ou l'outil que je suis venu chercher que je peux pas mettre chez moi, là, je tombe à côté. Donc, comment on fait pour organiser ça ensemble? Ouais, c'est intéressant et la question de est-ce que je dois venir, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on doit venir au bureau pour avoir un bureau pour être tranquille et pas dérangé? Je me dis, mais il n'y a plus de sens à ça en fait, quoi. Parce que déjà, moi, il y a un autre élément que je regarde, c'est que si on se dit que effectivement demain il nous faut maintenir le télétravail, nous on va le maintenir chez Calis Social. Je pense que c'est une tendance assez généralisée de maintenir parce qu'on a fait une évolution technologique, même si elle a été difficile à traverser. Aujourd'hui, je me souviens, il y a un an, il fallait organiser des Teams, des Zooms, etc., peu importe. C'était une galère sans nom. Aujourd'hui, pratiquement toute la communauté professionnelle sait organiser une réunion à distance et est plutôt à l'aise à la réalisation de ces réunions. En tout cas, on est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui qu'on l'était hier. Donc cette question il faut profiter, je crois, de cette avancée sociale et technologique et se poser les bonnes questions pour en tirer le bénéfice et éviter le maléfice. Et il y a un premier bénéfice que je vois
pour le lieu de travail, c'est de se dire, est-ce qu'on a besoin de créer des bureaux isolés pour ne pas être dérangé quand on travaille, sachant que c'est un peu ce que l'on retrouve à la maison. En tout cas, j'enlève les enfants parce que évidemment que là, on parle de télétravail organisé, hein, pas de télétravail de crise. Mais le calme, c'est un peu la particularité du domicile par rapport au lieu de travail, quoi. Bah, écoute, je me permets de rebondir dans le chat. Il y a Sébastien qui réagit et qui m'interpelle. Désolé si Camille, je prends la main, mais Vas-y. non, mais Sébastien, tu crois pas si bien dire que Sébastien qui est du Crédit Agricole et qui dit pourtant les derniers développements d'aménagement de bureaux dans mon entreprise au Crédit Agricole, merci de nommer, pointent vers des flex office. C'est t'as bien fait de nommer parce que c'est nous qui avons accompagné tout le déploiement dans mon ancienne structure de tout le Crédit Agricole. Donc je suis responsable et je veux bien répondre éventuellement d'une certaine responsabilité. La réalité, c'est que le travail individuel au sens propre de je crée un bureau individuel comme je l'ai vu passer derrière, ça n'existe plus, mais ça n'existe plus pour une autre raison et qu'il faut quand même évoquer. Aujourd'hui, le bureau, c'est la deuxième charge de l'entreprise. On ne peut pas déconnecter, même si on a beaucoup de RH et on est très content, nous, d'avoir fait le lien entre le directeur immobilier qui, il y a 20 ans, gérait les projets immobiliers d'une organisation avec plutôt la notion RH, c'est-à-dire l'humain, c'est comment j'y travaille, c'est quoi le confort, la qualité de vie, etc. N'en demeure pas moins que du bureau individuel pour tous, je crois qu'il faut mettre le mouchoir sur cette idée, ça n'existera plus. Par contre, là où on travaille énormément, et c'est encore qui fait que le métier s'est renouvelé, que je le fais encore, sinon je me serais épuisé à faire du bureau individuel, je pense même dans le plaisir, c'est qu'on travaille beaucoup sur les comportements. Et en fait, le bureau individuel, il a été transposé par plutôt des espaces silence, des espaces de repli. Donc c'est plus sur ces notions de comportement, de comment vivre ensemble quand on vient au bureau. Moi, je reviens sur ce qu'on dit. En effet, les travaux de concentration, d'écriture doivent se faire dans un endroit calme. Mais est-ce que c'est vraiment à la maison? Tout le monde ne peut pas le faire. Il y a les enfants, comme tu dis, Camille, c'est peut-être pas propice. On n'a peut-être pas l'équipement nécessaire bien installé pour le faire. On doit aussi offrir ça dans l'entreprise. Des espaces dits plutôt silence pour accompagner ceux qui ne peuvent pas l'avoir chez eux. N'en demeure pas moins qu'on n'ira pas vers le bureau individuel. Ça n'a pas de sens au sens de l'immobilier. Ça évoque beaucoup de questions, mais on a aussi d'autres sujets. À quel point vous sentez-vous bien installé en télétravail? Premier sondage, je ferme les votes. Donc vous allez voir les résultats. Ils sont pas terribles, hein. Enfin, j'ai 7% beaucoup mieux qu'au bureau, 11% un peu mieux qu'au bureau, comme au bureau 26%, et moins bien qu'au bureau, j'ai quand même la moitié des gens. Donc on a quand même une tendance à dire qu'on est mieux au bureau pour travailler qu'à la maison. Donc ça, c'est le chat. Je vais ouvrir un autre chat parce que ça va rebondir sur ce que tu évoquais, Julien. Je vais ouvrir en termes d'efficacité au travail. Qu'est-ce qui vous semble prioritaire dans vos bureaux de demain? On a mis plusieurs items. Donc voilà. Si dans le sondage, n'hésitez pas à participer. Si dans le sondage il y a des items que vous ne voyez pas, mettez-les dans le chat pour nous donner aussi ces éléments. On va enchaîner avec la question des attentes des collaborateurs des entreprises et on va repartir sur Cécile. Toi, Cécile, pour toi et justement les études que tu suis, les attentes des collaborateurs, c'est quoi aujourd'hui? Oui, alors les attentes des collaborateurs, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est effectivement d'avoir ce bon dosage entre distance, présence et surtout d'avoir un cadre qui leur permette de bien vivre les deux. Et pour les entreprises, avoir ce cadre, c'est aussi garant, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, mais c'est garant de la performance de l'entreprise et ainsi elles vont tirer parti de ce mix entre télétravail et présentiel pour leur performance économique. Donc c'est pas juste une réponse à des caprices ou en tout cas des besoins des collaborateurs. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et je l'illustrerai avec un cas client avec qui on travaille aujourd'hui, qui est très intéressant parce qu'il détonne vraiment dans ce qui existe. C'est le groupe Novartis. Le groupe Novartis a lancé une nouvelle logique culturelle et managériale avant le Covid. Donc, on voit encore que le sujet n'émerge pas avec le Covid, mais que c'est une accélération. D'ailleurs, la crise du Covid leur a permis d'accélérer
sur ce projet-là. Et ce projet-là s'appelle Choice with Responsibility. Ça veut dire, vous travaillez d'où vous voulez, quand vous voulez, avec responsabilité. Donc, on va revenir dessus. Nous, aujourd'hui, on travaille avec Sandoz, qui est une filiale de ce groupe Novartis. Et Sandoz a dit, il faut qu'on s'empare de cette nouvelle logique de travail. Donc, comment on va faire? Parce que la notion de choix, ça veut dire on veut travailler d'où on veut, quand on veut. Donc, si je travaillais à Lyon, je peux aller m'installer à Brive-la-Gaillarde et travailler de Brive-la-Gaillarde. Très bien. Mais il y a aussi la notion de responsabilité qui vient doser cette notion de choix. Ça veut dire que le choix que je vais faire de mon lieu de travail ou de mon temps de travail, de mon moment de travail dans la journée, je vais le faire selon les besoins de mon équipe, selon les besoins de l'organisation. Et pour ça, je vais travailler en intelligence avec mon équipe, avec d'autres équipes aussi, avec toutes les équipes avec lesquelles je suis en lien, pour choisir mon lieu de travail et mon moment de travail en responsabilité. Et in fine, servir toujours le projet de l'entreprise, hein, parce que sinon, c'est rapidement un joyeux bazar. Donc, tout ça, ça implique des modes de fonctionnement en équipe différents, ça implique de définir un nouveau rôle du manager, ça implique des rapports d'adulte à adulte, de faire confiance, de sortir d'un mode pyramidal classique dont on a l'habitude à quelque chose de beaucoup plus horizontal, de beaucoup plus transverse. Ça implique de regarder ses collaborateurs autrement. Oui, on peut les responsabiliser, on peut leur faire confiance. Ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, donc tout ça, c'est pas le fait d'enlever un cadre. À partir de ce moment-là, vous travaillez d'où vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a plus de cadre. Non, c'est réimaginer un nouveau cadre. Et chez Sandoz, du coup, notre accompagnement, c'est précisément ça. C'est comment on pense, on cadre les choses pour rassurer et pour que les choses soient efficaces, malgré un fonctionnement de différence. Donc, on a fait, on construit avec eux une charte de responsabilité et un contrat de collaboration, c'est-à-dire que les équipes, selon leur réalité de travail sur le terrain, vont adapter cette charte de responsabilité à leur réalité de travail. Et puis, la spécificité de notre démarche, c'est effectivement donc travail main dans la main avec la direction, avec les équipes de direction, travail main dans la main avec le terrain, avec les managers, pour les replacer culturellement dans une autre logique. Et c'est un travail qui prend du temps, mais qui est complètement possible. Et puis, on a une logique, je terminerai là-dessus, une logique d'adaptabilité. Ça veut dire que on imagine un nouveau cadre, on le teste, et puis on s'interdit pas de le faire évoluer pour que, in fine, la situation soit la meilleure, pour que les collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes au service de la performance de l'entreprise, mais pas à n'importe quel prix, au prix où il y a un certain confort aussi de travailler. Et là, après, on peut dérouler sur du coup l'engagement du collaborateur et l'effet sur la performance. Voilà. Et donc le bureau dans tout ça, okay, donc, il devient un élément, une composante de toute cette nouvelle organisation du travail. Ouais. C'est ce que tu disais, Julien Ritzler, tu m'avais listé des points sur les attentes des collaborateurs, comment faire revenir les collaborateurs avec enthousiasme au bureau. Tu avais fait un vrai listing une sorte de to-do list, hein, que je trouvais hyper intéressante. Tu peux la partager rapidement. Alors, je fais un point timing parce qu'en fait, on est sur un timing 45 minutes sur ce webinaire et pas 60 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir à 11h15 sur les sujets qu'on avait prédéfinis et on restera un petit peu nous pour donner aussi la boîte à outils. Vous savez, dans ce regard croisé d'experts, on essaye de laisser une boîte à outils. Vous la retrouverez également pour tous les participants dans l'email que vous recevrez après le webinaire. Mais ceux qui peuvent rester, comme ça, il y a 15 minutes, on verra combien de temps on restera sur la boîte à outils pour donner des clés. Et Julien Ritzler, je te laisse la parole avec cette to-do list que je trouvais géniale. Et puis Julien aussi, toi, tu m'avais fait aussi ta to-do list que tu nous as partagé un petit peu tout à l'heure, mais je veux bien que tu nous la redonnes pour que toute l'équipe qui est présente avec nous aujourd'hui puisse repartir avec la to-do list sous le bras. Je pense que c'est un très bon outil. Et j'en profite pour clôturer le sondage qui nous dit que, et ça corrobore ce que tu dis, je partage les résultats.
En termes d'efficacité au travail, qu'est-ce qui vous semble prioritaire dans vos bureaux de demain? Un aménagement adapté à vos modes de travail selon 54% des répondants et 24%, c'est ce qui arrive en deux, c'est des moments de convivialité, de détente, tous ensemble. Donc je pense qu'on est assez dans le vrai dans tout ce qui est raconté. Enfin, en tout cas, toutes les équipes du chat partagent cet avis-là. Julien Ritzler, je te laisse la parole avec la to-do list pour nos amis. J'essaie de mettre un peu de discrétion avec mon fond musical. J'aimerais bien que tu me rafraîchisses la mémoire sur ma to-do list dont tu me parles, parce que tu m'envoies une perche rapport à tout ce qu'on s'est dit, histoire de ne pas être redondant et de ne pas revenir sur les mêmes thèmes. Tu m'avais dit, moi je l'ai la to-do list en fait, je l'ai devant les yeux, donc je peux la donner et tu la commandes si tu veux. De pas faire fausse route, vas-y, dis-moi. Tu m'avais dit, pour les collaborateurs, il faut venir pour des bonnes raisons au bureau, pas de systématique. Ok, on est bien là-dessus. Ok. Tu m'avais dit aussi que l'entreprise porte les espaces propices à l'accomplissement de ma mission et que je ne peux porter dans Parce mon que c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça que je ne voulais pas être trop redondant. Écoute, ma to-do list, en effet, on a… c'est même les moyens sur lesquels nous, on accède à ces informations. Et encore une fois, on va chercher les informations auprès du collaborateur. J'ai bien aimé, Cécile. J'ai un exemple à partager pour être dans cette to-do list qui est plutôt un constat. Je peux les nommer parce que j'en ai l'autorisation. On a accompagné Chronopost avant Covid dans une société qui avait une culture du présentiel, qui avait une culture du bureau individuel et qui, malgré tout, quand on a commencé nos études, manquait de mètres carrés et manquait aussi d'espace nouveau pour accompagner l'accomplissement des missions des gens de chez Chronopost. Il y avait juste une crainte et une peur qui était comment je bascule et comment j'abandonne le bureau individuel, qui est une vraie crainte dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est étonnant, mais c'est là où, dans toute crise, il y a un rebond. C'est quand on ne se pose même plus la question. Pour autant, dans le chat, il y a eu une question tout à l'heure, mais comment on va faire quand on va retourner au bureau si on commence à sacrifier des positions, si on veut tous revenir? Je pense que c'est ça la to-do list. En fait, c'est d'aller plutôt scanner les entreprises, de dire c'est quoi votre politique de télétravail, qu'est-ce que vous avez mis en termes RH de politique télétravail. Et on a travaillé sur une matrice aujourd'hui, on peut aller très vite accompagner les organisations pour, sur 500 collaborateurs, qui est éligible au télétravail, qui a un besoin impérieux de venir pour des équipements et des outils. C'est un peu la to-do list dont tu parles, Camille. Et nous, on s'intéresse de manière plus fine. J'ai aussi vu des questions sur le coworking, le flex office. Moi, qui est un terme que j'apprécie, enfin que j'appréhende pas très bien, le flex office, ça pourrait supposer que tout le monde est parti dans la nature au sein d'une grande organisation. Quand on est 500, il y a forcément des territoires. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se retrouver en meute. On a besoin de se retrouver en équipe pour avoir un sens commun à notre travail, à notre mission. Je pense que Cécile, tu pourrais en parler mieux que moi. Et la réalité, c'est qu'on travaille plus sur des territoires. Et au sein de mon territoire, si on dit qu'au market, j'ai 2 jours de télétravail sur une population de 10 pour faire des chiffres assez simples, ça veut dire qu'en permanence, j'ai jamais plus de 8 collaborateurs, sauf cas très exceptionnels en même temps au bureau. Donc, ce retour au travail post-Covid, il s'agit plutôt d'aller regarder c'est quoi l'organisation qu'on a mis en place, c'est quoi les usages que je viens faire au bureau, et de cette mixité, c'est comment j'attribue mes mètres carrés, qu'est-ce que j'aménage comme espace pour que mes collaborateurs, quand ils viennent, et comment je les accompagne quand ils viennent. C'est là la notion de trait d'union, parce que le temps tourne, sur aussi le travail qu'on a fait sur des applications qui permettent d'accompagner les organisations sur… Ouais, c'était dans tes, excuse-moi, je t'interromps, c'était dans ta boîte à outils, les applications de réservation d'espace, c'est ça? C'est aussi dans la to-do list, c'est-à-dire que tu peux pas dire à une organisation, moi RH, et puis avec l'immobilier, on a décidé de changer de lieu, on va couper cette deuxième charge de l'entreprise qui ne profite pas à l'accomplissement des missions de mes collaborateurs. Je vais réduire mes surfaces, mais je veux savoir de combien, donc c'est quoi ma surface cible. Ouais. Et une fois que j'ai alloué mes surfaces, comment je fais, vu que j'ai plus un siège, une personne, en tout cas pas au sens propre du bureau individuel, comment j'aide mon manager qui est un peu perdu face à cette nouvelle donne pour faire revenir mes collaborateurs au bureau. Quand j'ai une équipe projet qui travaille sur le projet Crédit Agricole, parce qu'on les a déjà nommés, ou Chronopost, s'ils sont 15 à travailler sur ce sujet, de temps en temps, ils ont besoin de se réunir. Est-ce que je suis sûr que mardi, quand ils vont venir, ils vont avoir l'espace adapté? Et on parle bien du sens du bureau de demain. J'espère j'espère qu'on est tous orientés vers ça, mais on va sortir de cette crise. On n'aura pas ce problème sanitaire à régler. Même si on ne se fera plus des embrassades comme hier, on va perdre un peu notre côté latin. Moi, je vais avoir du mal, mais pour le coup, je pense qu'on aura des comportements différents. Néanmoins, on va se réunir dans des salles à 15 demain à nouveau. Est-ce que je suis sûr de trouver cet espace avec le bon équipement? Et c'est ça, dans le comportement, tu ne peux pas laisser le manager seul face à cette composante de dire
Bah moi, mon équipe, j'ai besoin qu'elle avance. Je dois délivrer dans 5 jours. Je suis patron d'entreprise ou de business unit où on me juge sur mes résultats de mon équipe à la fin de l'année. Moi, manager, je ne sais pas réunir mes équipes en fait et j'arrive pas à délivrer. Et eux, ils galèrent aussi. Donc, ils deviennent dans une travail contrainte. C'est-à-dire, j'arrive pas à accomplir ma mission, je suis pas dans les bonnes dispositions, je délivre pas, mon manager est pas tout à fait satisfait, mais il me donne pas les clés. Donc, nous, on s'intéresse à ça pour apporter des vrais outils de to-do list. Que veulent les collaborateurs? De quoi ont-ils besoin? C'est quoi leur journée type? C'est quoi leurs usages? Je fais la répartition entre ce qu'ils font de manière individuelle et de manière collective et collaborative. Quand c'est collaboratif, est-ce que c'est derrière un écran où ils ont besoin de se retrouver parce que les métiers sont différents? Et là, pour le coup, on peut commencer à bâtir des chartes d'espace type et vraiment des espaces. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, ce que je vois de tout ce qu'on échange, là, ça m'inspire énormément et je me dis, le monde de demain sera complètement différent du monde d'hier. Et moi, je suis une nature optimiste, donc j'adore quand je me dis que les choses vont dans le bon sens. Il y a évidemment des problèmes, mais ce que j'apprécie particulièrement dans vos différents témoignages, c'est que, en fait, ça donne confiance. On se dit, oui, il y a une méthode, on sait faire, on sait calculer, on sait définir les actions à mettre en place, et finalement, on n'y va pas comme ça, sans véritable méthodologie pour atteindre cette destination. On a une méthodologie et on atteint des objectifs, et c'est effectivement, c'est mesurable, ça peut être anticipé. Et c'est pas un exercice trop compliqué en fait. On sait aujourd'hui, grâce peut-être aussi à cette crise qui a nourri la société d'énormément d'enseignements, on sait mieux dire comment le travail doit être organisé demain qu'il ne l'était hier. Et ce que tu disais tout à l'heure pour les managers, je pense qu'il y a des managers dans le chat qui sont présents, c'est extrêmement compliqué de faire ce qu'on veut avec son équipe avec l'aménagement du travail. En fait, on se dit, tiens, on va faire un atelier. Ah ouais, mais non, mais j'ai pas de salle, ou alors j'ai pas les outils, j'ai pas les machins. Et en fait, j'ai pas les outils pour travailler, quoi. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Et il y a un dernier constat, juste pour clore, parce que et après, on va passer la parole à Julien Paco. Pardon, ouais. J'ai aussi plein de questions pour Julien. Promis 30 secondes, mais parce que je parlais de Chronopost et pour aller au bout, tu parles de constat, et c'est ce que j'ai noté en début de page, c'est le jour où ils ont basculé sur la nécessité de créer des nouveaux espaces et de dire ça veut dire sacrifier des postes individuels. Il y avait la crainte du changement, certes, mais on a fait un constat, ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, donc on le traite différemment, mais on avait fait une étude de foisonnement. On était quand même à moins de 50% des postes occupés en temps normal. On leur a dit, mais ok, il y a de la crainte, mais c'est quoi la crainte versus 50% de postes disponibles en permanence jaugé sur 3 semaines, 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi. C'est des choses sur lesquelles ça nourrit aucun débat. Et on vient avec du vrai constat, c'est-à-dire qu'il faut proposer autre chose. Ouais, super. Bah écoute, et d'ailleurs c'est hyper intéressant. Je vois que il y a encore tout le monde est resté pratiquement, donc le débat vraiment, je pense qu'il est d'actualité, et il concerne tout le monde. Tout le monde est resté pour toi, Julien Paco. Justement parce que on t'a moins entendu aujourd'hui. Mais donc il faut absolument que tu donnes ton feedback parce que comment faire revenir les collaborateurs avec enthousiasme au bureau ou quelles solutions innovantes peuvent proposer l'entreprise, les RH, les managers. Voilà, il y a toute cette question du corps et de l'esprit. Comment tu vois les choses, toi, quoi? Et toi non plus, tu n'as pas de micro. Tu m'entends, Julien? Pas de micro. Il n'a pas de son, pas de micro. Ah, on a perdu Julien. Je lis sur les lèvres. Je vais faire ta voix si tu parles tranquillement. Si tu articules lentement. Aïe. Attention, c'est notre Julien. Il a revêtu sa casquette de MacGyver en direct. Et est-ce que MacGyver est toujours aussi efficace? T'es sûr de ne pas avoir désactivé ton micro, Julien? Je sais que c'est aïe. On a perdu Julien. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Le temps que, bah ouais, on est triste, mince. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Non, j'ai lancé un autre sondage. Ce sera le dernier de la journée, en espérant peut-être que Julien. Je pense qu'il n'y a pas bon espoir qu'on puisse retrouver. J'ai un dernier sondage. Quel ratio de télétravail aimeriez-vous voir adopté dans votre entreprise? 100% télétravail, voilà. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça fait partie, j'imagine, des questions qu'on pose, hein, Cécile, aux collaborateurs pour définir cette culture de reprise du travail.
Ça fait partie des questions que tu poses, toi, comment tu vois ça? La question de ratio, quoi. Est-ce qu'on demande aux salariés leur avis sur le sujet ou est-ce que on le fait pas? Oui, oui, complètement. L'objectif, c'est nous, dans notre démarche et ce en quoi on croit, c'est que plus les collaborateurs sont impliqués, mieux c'est, parce que ça correspondra à leur réalité de travail. Donc, D'accord. évidemment, on demande, en tout cas, on travaille avec eux sur la question. Et typiquement, chez Sandoz, c'est pour ça qu'il y a d'un côté une charte de responsabilité, un cadre qui est proposé plus par les équipes de direction en collaboration avec une certaine couche managériale. Et ensuite, cette charte, elle n'est pas juste appliquée uniformément à toute la filiale. Elle est adaptée en fonction de la réalité de terrain. Donc, ça veut dire que une équipe qui a besoin de se réunir 3 jours par semaine parce que son activité veut ça, eh bien, elle va choisir de se réunir 3 jours par semaine et de faire 2 jours de télétravail. L'équipe voisine a une activité un peu différente, peut-être des profils différents, et donc un jour, peut-être 2 jours de présentiel va lui suffire, et le reste en télétravail. Et puis, du coup, ils vont s'organiser pour des réunions à distance, etc. En tout cas, ça va être leur modèle optimal sera celui-ci. Et le modèle optimal d'une autre équipe sera différent. Donc évidemment, c'est hyper important et bénéfique pour l'organisation tout entière de donner la parole au terrain. Ouais. Et moi, je me dis, ça me fait peur parce que, tu sais, quand tu poses la question à tes collaborateurs et que derrière, tu n'es pas en capacité d'apporter une réponse, bah, c'est difficile, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux ça. Ah, bah, désolé, je peux pas te le faire. Ça crée une rupture aussi dans la relation de confiance et management. Et, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent craindre justement de donner la parole à leurs collaborateurs pour leur demander ce qu'ils veulent, par crainte de ne pas être en capacité de leur offrir. Et finalement, avec le discours qu'on a eu aujourd'hui, moi, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que si on sait, avec toutes ces données qui sont extrêmement complexes, on sait élaborer un plan d'aménagement de l'espace et un plan d'aménagement du travail qui répondent aux attentes des collaborateurs. En tout cas, on peut s'en approcher et je trouve que c'est vraiment inspirant. Ça y est, bravo. Alléluia. Et je vais, le temps que tu auras le mot de la fin, tu auras le mot de la fin. Quel ratio de télé, parce que là, il nous reste 4 minutes. Je vois que tout le monde est resté, c'est super. Et je vais clôturer et partager les résultats du dernier sondage. Quel ratio de télétravail aimeriez-vous voir adopter dans votre entreprise? Là, c'est assez clivant. Ce qui est certain, c'est que si j'ai une personne qui a dit 100% télétravail, 0, 100% bureau, je pense qu'on a, voilà, 0. 0, 0, 0. Je pense que le télétravail est définitivement adopté en France. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ce sondage, on va communiquer ce sondage à tout le monde. Ça va être le sondage scientifique le plus poussé. Non, mais c'est intéressant. 0 personne. Donc, merci à tous d'avoir participé au sondage. Et après, ce qui ressort, j'ai 33, un tiers qui dit 50-50. Bah, j'ai globalement un tiers, quoi. 50-50, un tiers, 20% télétravail, 80% bureau, un tiers, et 80% télétravail, 20% bureau, un tiers. Et alors, avec ma petite casquette, parce que moi j'aime beaucoup les chiffres et les maths, en fait, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que c'est équilibré, parce qu'au final, on peut avoir systématiquement le même nombre de collaborateurs et respecter ces ratios d'attente des collaborateurs. Donc ça, c'est un truc super intéressant dans ce résultat d'un tiers, un tiers, un tiers. Super. Écoute, Julien, est-ce qu'on peut te laisser le mot de la fin avec justement, bah, voilà, au-delà de tous ces espaces, cet aménagement, cette culture du travail, pour prendre soin du corps et de l'esprit, qu'est-ce qu'il faut pour réussir ce retour au travail selon toi? Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à nos amis pour favoriser le retour au travail réussi de leurs collaborateurs et de leurs équipes? Alors, ce que je vois ressortir, moi, en ce moment, c'est des collaborateurs. C'est une demande d'autonomie en fait et d'avoir des outils, d'être armés pour augmenter leurs compétences relationnelles et comportementales en fait. Donc ce qu'on appelle les soft skills, hein, ça fait longtemps que c'est connu, c'est les compétences comportementales. Et là, on est au cœur même de la charte de coopération en entreprise. On a déjà travaillé en collaboration avec Julien à l'établissement de chartes de bonne conduite dans les espaces de travail, parce que quand on livre des espaces de travail avec des aménagements spécifiques qui sont donc dédiés à des tâches
spécialisé, bah, il faut se conduire dedans, quoi. Donc là, je pense que le monde du travail, c'est un peu, je vais prendre le parallèle avec le ski alpin d'il y a 20 ans où on savait skier avec des grandes spatules de 2,05 m. Si on était fort, on avait des grandes spatules avec des carres rectilignes et très fines. Et puis bah maintenant, il y a une dizaine d'années, on est passé avec d'autres skis beaucoup plus courts, en taille de guêpe, parabolique, et on a dû réapprendre à skier. Pourtant, la montagne est là, les équipements, on peut se dire que l'environnement est le même, mais les outils ont changé. Et je crois que c'est un petit peu la même chose maintenant. Donc les outils, le management, oui, mais moi ce que j'amène et ce qu'on amène maintenant, plus que du bien-être, en fait, c'est des compétences comportementales, ce qui va un petit peu plus loin et où il y a plus de corrélation avec l'efficacité et la performance. Donc on laisse la place à, je donne des exemples, hein, on laisse la place maintenant dans le temps de travail pour faire des masterclass ou des formations sur l'intelligence émotionnelle, sur vie pro, vie perso, sur devenir un master de la to-do list. Et alors moi, ce qui a vraiment cartonné pendant tout le confinement, ça a été une conférence sur la répercussion des postures assises que j'appelle Sitting is the new smoking. Et donc ça, j'en ai fait un paquet pour expliquer que même si on avait le meilleur environnement ergonomique, le plus important, c'était toujours être en mouvement et d'être responsable de sa santé. Et c'est vraiment un message qui passe de mieux en mieux et même de consacrer sur le temps de travail ces moments d'éducation. C'est beaucoup mieux accepté qu'avant, où souvent nos interventions dites de bien-être étaient programmées entre midi et 2 ou le soir à 17h30 pour ceux qui voulaient rester. Voilà. Donc on a vraiment un changement de paradigme sur le travail où il y a un focus qui est sur le collaborateur, sur lui redonner de l'autonomie et puis l'élever dans ses compétences. Et je crois que c'est une vraie attente parce que les gens ont envie de savoir pourquoi ils vont travailler. Ils ne veulent pas que donner et recevoir financièrement. Ils veulent aussi s'élever avec un peu de conscience dans ce monde du travail. Voilà ce que je voulais. C'est beau comme mot à la fin. Et, alors, il y a un écho. Si c'est ton micro, Julien, justement, qui fait ça, si tu peux juste quitter ton micro, je vais clôturer. Parce que c'est beau ce que tu dis. Et en fait, alors je partage mon émotion parce que il fait plutôt de plus en plus beau. Il y a des feuilles aux arbres, des bourgeons qui apparaissent. C'est le printemps. Et je trouve que ce webinaire, c'est dans cette dynamique très positive où on a eu ce signal très négatif du troisième confinement, mais en même temps, on a la projection et aujourd'hui, toutes les données que l'on a dans les échos, etc., sont des informations plutôt positives sur cette sortie de confinement. Et je vois ce que tu évoques, Julien, on est clairement dans la sortie du confinement. Et donc, tout ça, c'est un message extrêmement positif. J'ai l'impression qu'on sort d'un long hiver. Et là, ce webinaire, c'était pas prévu que ça ait cette dynamique-là, mais je le trouve dans cette dynamique, justement, de confiance du monde de demain dans lequel on a tous envie d'y aller, on a tous envie d'avancer, et je trouve que c'est vraiment sympa. Et en tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. J'ai passé aussi un super moment avec tous les participants parce que vous avez été très actifs. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais je vois en plus que dans le chat, les gens se répondent et donc ça, c'est super parce que tout le monde partage en fait sur ces questions et je pense que de partager avec différents points de vue, différentes expertises, ça permet de se recentrer vers une vision commune et partagée et plutôt fine de ce à quoi ressemblera le travail de demain. Et d'ailleurs, j'avais envie de répondre à une dernière question. C'est Nathalie qui disait comment aider les managers à regrouper ces équipes quand l'entreprise propose le télétravail libre. Et en fait, moi, mon enseignement, le télétravail libre, non, c'est pas la solution. En fait, c'est le télétravail organisé qui est la solution. Et donc, cette solution de télétravail libre que les entreprises ont pris pour faire face à l'urgence de la crise sanitaire, finalement, on va arrêter. Il y aura plus de télétravail libre. C'est du télétravail organisé d'un point de vue culturel, d'un point de vue des modes de travail, d'un point de vue d'aménagement du travail, d'un point de vue du corps et d'un point de vue de la tête aussi, bien évidemment. Un bon résumé. Ouais. Alors, pour tous les participants, les prochaines étapes, on va vous adresser dans la newsletter, enfin, c'est pas une newsletter, c'est le récap avec le lien vers le replay. Vous aurez les chiffres
de Cécile, vous aurez la to-do list de Julien Ritzler et les outils de Julien Paco. Donc le replay et tous ces outils. Nous, on va vous adresser aussi quelques outils. On a prévu, pour ceux que ça intéresse, le 18 mai prochain, un sujet qui est assez connexe, le droit à la déconnexion. Et c'est Julie Achilly, qui est responsable de l'expérience salariée de Nestlé, qui va venir nous parler de ce qu'elle a mis en place avec toutes ses équipes sur le droit à la déconnexion, parce que ça, c'est un autre gros sujet. Connexe au télétravail, comment on déconnecte quand on est connecté en permanence. Ils ont vachement bossé sur le sujet chez Nestlé. Et ils vont venir nous partager leur retour d'expérience avec Julie Achilly, que j'apprécie beaucoup et qui est très dynamique et qui sera là avec nous. Donc ça, c'est le prochain webinaire qui aura lieu le mardi 18 mai à 10h30. Vous serez évidemment informés. Vous inquiétez pas, continuez de suivre l'actualité de Quali Social et vous aurez ces infos pour vous inscrire et tout. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Un grand merci à tous une fois de plus. C'était passionnant. J'ai passé un super moment. Je vois dans les commentaires des merci à tous. Merci à vous quatre, c'était passionnant, dit Sandrine. Merci à vous tous et bravo. Vaste sujet que le droit à la déconnexion. Patricia.